ou pas avec lui. Mais voilà, donc merci de me donner cette occasion de m'exprimer à travers un média, parce que vous êtes un média qui est regardé par des Algériens. Justement, parce qu'on vous voit souvent sur les médias français, nous avons pensé qu'il était essentiel que vous soyez écoutés et qu'on puisse débattre avec vous pour que les Algériennes et les Algériens, à la fois de France et d'Algérie, essayent au moins de comprendre les gros enjeux de la crise actuelle. Alors, d'abord, une première question. Cher confrère, est-ce que elle était prévisible, cette crise entre Alger et Paris? Est-ce que vous, par exemple, de votre position, de votre point de vue, après tant d'années de travail, je rappelle juste que vous avez écrit beaucoup de livres sur l'Algérie, vous êtes l'un des spécialistes les plus respectés, en tout cas les plus consultés de France en matière de lutte contre l'islamisme, en information sécuritaire, sur la lutte contre le terrorisme. Et on pensait que l'Algérie et la France, c'était quand même quelque chose qui les unissait pour toujours. Cette idée-là, que même si le système algérien est une dictature, mais il y avait cet héritage de lutte contre l'islamisme, de lutte contre le terrorisme, et cet héritage sécuritaire qui a fait du régime algérien l'un des régimes les pionniers, quand même, qu'on le veuille ou non, de lutte contre l'islamisme radical et armé. Et aujourd'hui, on a l'impression que même sur ce registre, le divorce commence à être consommé entre l'Algérie et la France. Est-ce que cette crise, elle est historique, elle est inédite, est-ce qu'elle risque de durer longtemps? Je pense qu'on a été nombreux à se tromper sur la nature du pouvoir algérien. J'y reviendrai. Et puisque vous me posez la question, je vais répondre en toute franchise. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec de hauts responsables français, je ne vais pas citer leur nom, et à chaque fois, j'avais un vrai désaccord avec eux. Sur le fait que la confiance, d'une certaine façon, qu'ils accordaient au pouvoir algérien était injustifiée. Alors je le dis à ceux qui pensent que, vous savez, toute la ritournelle habituelle, Hizb Faransa, Harki, travaille avec la France, etc. Moi, je tiens à le préciser. Et je le dis toujours avec, presque avec le sourire, mais avec tout le sérieux qu'exige le sujet. Depuis que je suis en France, jamais un responsable français ne m'a incité à dire du mal de l'Algérie. Et vous êtes là depuis longtemps. Depuis que je suis en France, ça veut dire depuis 26 ans que je n'ai plus remis les pieds en Algérie. Je le dis, jamais un responsable français ne m'a incité ou ne m'a dicté à dire du mal de l'Algérie ou du pouvoir algérien. C'est le contraire. Ça fait 26 ans que j'incite les médias français et le pouvoir politique français à penser du mal du pouvoir algérien. Pas des Algériens, du pouvoir algérien. Donc ce n'est pas, en fait, eux qui m'incitent à penser mal ou à dire du mal du pouvoir algérien, c'est moi qui les incite à dire du mal de ce régime. Ce régime qui est néfaste pour les Algériens d'abord. On voit, depuis 1962, ce que ce régime a fait de l'Algérie. En termes de potentiel, l'Algérie est normalement un pays qui doit être leader dans tous les domaines si on devait voir à la fois ses richesses du sous-sol, sa démographie, la jeunesse de sa société, le potentiel, la dynamique, la mentalité initiale, qui parfois n'existe plus aujourd'hui parce que tout a été brisé par un système qui a joué l'abrutissement des masses, par le populisme, la démagogie, l'islamisme, etc. Donc je crois que beaucoup se trompent. Et l'une des raisons qui m'a amené à dire à tous ces responsables français qui, depuis le début des années 2000, je n'ai eu de cesse de rencontrer et avec lesquels j'ai échangé, j'ai tenu à rappeler une chose, c'est de dire ce pouvoir n'est pas sérieux. Le pouvoir algérien, ce n'est pas des gens sérieux. Ce n'est pas des gens fiables. Emmanuel Macron, pour prendre le dernier président, a ses défauts. Mais il a eu tort de faire confiance à Abdelmadjid Tebboune, de mon point de vue. Il a joué le jeu de la question mémorielle jusqu'au bout. Il a été dans sa logique. Il a testé, finalement. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce revirement de la position diplomatique française. C'est parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte, passez-moi l'expression, que les Algériens, je parle du pouvoir algérien, se foutaient de leur gueule. Comme on dit en
en derja algérienne. Et vous savez, c'est toujours vexant pour quelqu'un qui vous fait confiance et vous vous rendez compte qu'il est en train de se foutre de votre gueule. Et à force... Justement, à quel moment, cher confrère, à quel moment Emmanuel Macron se serait rendu compte que Tebboune se foutrait de sa gueule, entre guillemets? Parce que je rappelle quand même que la France a invité Abdelmadjid Tebboune à venir à Paris, qu'elle l'avait invité même à 2 mois de la fin de son mandat présidentiel. C'était en 2020. Ça a été interprété comme un soutien pour le deuxième mandat. Ça a fait polémique. La France, officiellement, ne s'est jamais expliquée là-dessus, même si elle a été critiquée. Ensuite, l'invitation a été relancée. Et jusqu'au dernier moment, Macron, on l'a vu lors du sommet de G7 en Italie, des accolades, un rapport très chaleureux avec Tebboune. Il aurait même prévenu, quelques jours avant, qu'il allait reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, il a fait mieux, il lui a lu la lettre. Il lui a lu la lettre. Je peux vous certifier qu'il lui a lu lors d'un entretien en tête-à-tête, il lui a lu la lettre qu'il allait rendre publique le 30 juillet 2024. Donc, il a joué la totale transparence. Mais il faut revenir un peu avant. D'abord, les Algériens réclamaient sur des questions mémorielles des gestes de la part de la France. Quand on regarde Emmanuel Macron, il a pris des positions qui lui ont été d'ailleurs défavorables dans le débat franco-français et évidemment les reproches qui lui ont été faits, notamment par l'extrême droite, une partie de la droite, etc., sur des positions qu'il a exprimées et qui ont fait plaisir aux Algériens. Ensuite, il y a eu des positions qu'il a exprimées sur des assassinats extrajudiciaires, l'Arbi ibn Mehdi, Ali Boumendjel, etc., les cas de torture. Il a cité tout ça. On ne peut pas dire que Emmanuel Macron, et comme dirait l'autre, Dieu seul sait que je ne suis parti ni de ses amis, ni de ses soutiens. Et je suis plutôt très critique quand il faut le critiquer. Et il faut reconnaître qu'il a joué le jeu jusqu'au bout. Mais il a vraiment lu cette lettre? Je vous assure qu'il lui a lu la lettre. La dernière fois ils se sont rencontrés, donc il a dû... En Italie. En Italie, lors du sommet du G7. Oui. Ce jour-là où ils sont restés longtemps ensemble, Emmanuel Macron avait déjà préparé la lettre pour... C'est pas un scoop. Oui, d'ailleurs, Tebboune le dit qu'on a avant été prévenus. Il lui a dit qu'on s'est rencontrés. Oui, voilà, mais Tebboune le dit que je lui ai dit en Italie que vous allez nous perdre et vous n'allez rien gagner, etc. Exactement. Mais de là à lui lire la lettre... Il lui a lu la lettre. Je peux vous certifier qu'il lui a lu la lettre. Alors, qu'est-ce qui explique ce vrai virement? Pourquoi Macron l'Algérien est devenu, du jour au lendemain, Macron le Marocain? Mais je pense qu'il faut lire les événements de façon un peu plus... Il faut prendre un peu de recul. D'abord, je considère que les relations algéro-françaises ou franco-algériennes, on les place comme on veut, sont des relations malsaines. Je le dis aux Français. La France officielle n'a jamais été claire dans la construction de relations avec l'Algérie. Et l'Algérie n'a jamais été claire. Alors, je vais décrypter ce que je veux dire. Quand, d'un côté, vous savez qu'il y a des responsables français qui ont été compris corrompus par le pouvoir algérien. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne veux pas m'exposer à des polémiques inutiles. Quand vous savez que le pouvoir français a rendu service à des caciques du régime algérien, au final, le cocu dans l'affaire, c'est le peuple. Les deux peuples. C'est les deux peuples qui sont instrumentalisés par, d'un côté, un discours qui laisse croire qu'il y aurait des relations d'État à État, alors que c'est des relations anormales, et de l'autre côté, il y a un discours résolument anti-français. Qu'est-ce qui a hérité Emmanuel Macron? C'est que d'un côté, vous aviez un pouvoir algérien qui demandait à la France des gestes, la France remplissait sa part de contrat, c'est-à-dire Emmanuel Macron a fait les gestes qui lui ont été demandés, et de l'autre côté, le lendemain, il retrouvait des déclarations ultranationalistes dans lesquelles la France est citée en des termes extrêmement insultants, vexatoires, avec des décisions qui parfois... et des graves accusations. Et des graves accusations. Le 7 décembre 2024, les autorités algériennes, à travers un documentaire officiel, ont accusé la DGSE de former des groupes armés. Là, on est déjà dans une crise qui est déjà amorcée. Voilà, amorcée. Et il faut prendre vous parlez du préalable, voilà. Bien avant. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il faut voir l'échec
diplomatique d'Abdelmadjid Tebboune. La séquence Macron commence par un candidat qui va en Algérie et qui dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ce qu'aucun candidat, aucun président, me semble-t-il, n'a dit. D'accord ? Comment on arrive de cette séquence-là, c'est-à-dire un candidat à la présidentielle qui est prêt à faire tous les gestes à l'égard des Algériens, à un candidat, à un président plutôt, qui va renverser la table et qui va toucher un point sensible dans le système algérien, c'est-à-dire la question de la marocanité du Sahara occidental. Justement, avant d'en arriver là, vous avez dit tout à l'heure que la France a rempli sa part du contrat. Je vais me faire l'avocat du diable quand même, pour reproduire quand même parce que voilà, avec toute on se doit d'être objectif et quand même parce que les dirigeants algériens ont fait valoir des arguments. Abdelmadjid Tebboune a fait valoir certains arguments. Sur l'histoire, par exemple, de la restitution des crânes, sur l'histoire de la restitution de certaines pièces et pièces de l'émir Abdelkader. Benjamin Stora a même confirmé, lors de ses dernières sorties médiatiques, quelques informations ou quelques données révélées par Abdelmadjid Tebboune. Sur l'histoire de la dette des algérienne à l'égard des hôpitaux français, Abdelmadjid Tebboune a tenu quand même des propos que nous avons vérifiés et qui se sont avérés réels, vrais. Est-ce que la France, la montée de l'extrême droite, par exemple, le fait d'avoir un ministre comme Bruno Retailleau, qui est très offensif, le fait d'avoir une extrême droite qui est devenue le premier parti de France, les attaques contre les accords de 1968, etc., etc., tout le récit médiatique français autour de la question des migrants et des immigrés algériens, est-ce que le régime algérien n'a pas le droit de le sentir comme une agression, comme une menace et comme une remise en cause de ses intérêts et des intérêts du pays et ou de la communauté algérienne en France? Les Algériens ont un très bon proverbe. Vous savez, ça fait très longtemps que je ne suis pas rentré en Algérie, mais je suis très imprégné. Et je suis algérien aussi jusqu'au bout des doigts. Ouais. Et personne ne peut le nier. C'est-à-dire que, en gros, c'est une mentalité très algérienne de ce système-là qui va créer les conditions. Encore une fois, j'ai posé une question. Et je pose une question à tous ceux qui vont regarder cet échange. C'est comment commence une séquence diplomatique avec un candidat à la présidentielle de la République française qui est dans un état d'esprit extrêmement positif, qui fait plus que ce qu'on lui demande d'ailleurs, qui va jusqu'à qualifier la colonisation de crime contre l'humanité, à un président qui tourne le dos au pouvoir algérien. Il faut se poser la question. Emmanuel Macron a beaucoup de défauts, mais vraiment, plus qu'on croit. Mais c'est quelqu'un qui... Est-ce que ce n'est pas la pression de l'extrême droite? Absolument. Est-ce que ce n'est pas les défaites lors des élections européennes, comme le laisse entendre Abdelmadjid Tebboune, comme beaucoup d'observateurs, beaucoup de dirigeants algériens? Moi, je parle avec beaucoup de sources algériennes, et ils me disent clairement qu'Emmanuel Macron n'a plus le pouvoir en France. C'est un président en sursis, que les lobbies pro-marocains, pro-israéliens, anti-immigration, nostalgiques de l'Algérie française, sont en train d'arriver au pouvoir en France et que la fin de règne d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, si on le remarque bien, chers confrères, le pouvoir algérien n'attaque pas Emmanuel Macron. Il attaque Bruno Retailleau, il attaque Marine Le Pen, il attaque Iris Ciotti, il attaque Jordan Bardella, mais aucune attaque contre Emmanuel Macron. Mais déjà, il y a un problème parce que on ne mélange pas tout. L'extrême droite est ce qu'elle est. On la connaît. Moi, je la combats, je l'ai toujours combattue, je l'ai toujours dénoncée. Mais Bruno Retailleau, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas une hostilité envers les Algériens. C'est faux. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur qui défend les intérêts de son pays. Le problème, c'est que le problème du pouvoir algérien, c'est qu'il s'est habitué à avoir une attitude vexatoire à l'égard de la France en instrumentalisant la mémoire, en instrumentalisant la... Je vous donne un exemple très précis pour dire la lâcheté de ce pouvoir. On pense qu'on veut de la question de la marocanité du Sahara occidental. On pense qu'elle veut... Chacun a son avis. Je pense, mon avis, puisque je vais le dire, moi je pense que l'Algérie a que trop instrumentalisé cette histoire. Et que
étant donné que ni le Maroc ni l'Algérie ne vont déménager, ça je crois il y a quelqu'un qui l'a dit déjà, un régime algérien sage et, je dirais, avec un peu de jugeote, aurait tout intérêt à avoir des relations normalisées avec ses voisins, tous ses voisins. Il faut se poser la question pourquoi aujourd'hui l'Algérie a un problème avec le Maroc, avec la Mauritanie, avec le Niger, avec le Mali, avec la Libye. Il n'y a que finalement ce pauvre populiste de Kais Saïd en Tunisie qui arrive à leur trouver un quelconque intérêt, et pour cause. Sur la marocanité du Sahara occidental. Justement. Sur la marocanité du Sahara occidental. Voilà, non, mais il faut juste rappeler une chose. Il y a un fait aussi. Il y a un type qui est revenu aux affaires, Ouais. un type, qui est un président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Ouais. Et avant tout le monde, il a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Je ne crois pas que l'ambassadeur d'Algérie à Washington a été rappelé d'urgence. L'ambassadrice des États-Unis à Alger circule comme bon lui semble et elle est totalement libre de ses mouvements. Je ne crois pas que n'importe quel ambassadeur des États-Unis ait été convoqué avec des coups de bâton par la diplomatie algérienne, où je n'ai pas souvenance qu'Abdelmadjid Tebboune a fait une table ronde ou une conférence de presse pour dire tout le mal qu'il pense des États-Unis et de Donald Trump. Donc il y a déjà une attitude à géométrie variable. C'est pour ça que je dis... Elle s'explique par quoi, justement? Par les relations malsaines qui sont installées avec la France depuis le départ. C'est-à-dire que l'Algérie, son système de gouvernance, comme on le sait, c'est un régime qui n'a aucune légitimité démocratique. Depuis 1962, ce régime, qui est le même, qui s'est régénéré, n'a aucune légitimité démocratique. Il s'est construit sur ce qu'on appelle une légitimité historique. On connaît l'histoire, on ne va pas la refaire. Entre guillemets, les vrais ou faux maquisards, on s'en fout, qui ont pris le pouvoir, ont considéré qu'ils avaient droit de gouverner ou de diriger le pays, même s'ils n'avaient le plus souvent ni les compétences, ni la légitimité, ni la capacité intellectuelle pour le faire. Ils ont parfois gardé le pouvoir jusqu'à 75, 80, 85 ans, à vie, etc., jusqu'à ce qu'ils soient chassés par leurs propres congénères ou leurs propres complices. On connaît l'histoire. Bouteflika, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a subi. Avant il est venu pour 2 mandats et il a changé la Constitution pour avoir finalement une présidence à vie, etc. Et donc, ces gens qui n'ont aucune légitimité démocratique ont besoin d'asseoir, à travers un discours démagogique et populiste, l'Arabia, الشعبوية ou الشعبوية pour le populisme et démagogie pour la démagogie. Donc, ce discours populiste et démagogique a commencé avec Ahmed Ben Bella et il continue à ce jour avec Abdelmadjid Tebboune. Et quelle est la cible principale, évidemment, d'un régime qui s'est construit autour de cette fausse légitimité historique? C'est la France. Vous savez... Et pourtant, Mohamed, il n'y avait pas une aussi grave crise auparavant que l'Algérie. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y avait un régime... C'est le même discours, c'est le même régime. Il y avait un régime... Avant, ça se passait mieux? Parce qu'il y a une chose qui a changé. Avant, il y avait un problème de légitimité démocratique. Le pouvoir de Ben Bella n'était pas légitime démocratiquement. Celui de Boumediene n'était pas légitime démocratiquement. Celui de Chadli n'était pas légitime démocratiquement. Le pauvre Boudiaf, on ne va pas en parler, on connaît dans quelles conditions il est arrivé, dans quelles conditions il est parti. Le régime de Zarouel de Ali Kafi n'était pas légitime. Le régime de Zarouel n'était pas légitime. Le régime de Bouteflika n'était pas légitime. Et ce régime-là de Tebboune n'est pas légitime. Et donc, ce régime qui n'a jamais été légitime a construit, encore une fois, toute sa rhétorique autour d'une dénonciation constante ou d'une instrumentalisation constante du système colonial. C'est comme si la France n'avait aucune le pouvoir français n'avait aucune légitimité et qu'il continuait, 45 ans après la libération, à construire un discours contre l'Allemagne nazie, contre le maréchal Pétain. Avant, ça marchait, aujourd'hui, ça ne marche plus. Ce qui a changé, l'instrumentalisation, d'abord, plus on s'éloigne de la date de l'indépendance. L'Algérie est indépendante depuis 1962. Il y a des pays qui ont été indépendants bien plus tard ou qui
En peu de temps, on construit un véritable État, une véritable nation, etc. L'Algérie a réussi des choses. Elle a réussi à construire des institutions, une administration, etc. Mais elle a dilapidé plus qu'elle n'a construit. Mais parmi les choses qui se sont aggravées, c'est qu'à l'illégitimité du pouvoir, à la corruption du pouvoir, s'est rajoutée la médiocrité. C'est qu'avant, il y avait des diplomates qui avaient une certaine carrure, comment dire, un certain savoir-faire. Avant, il y avait aussi une cohérence dans le système de gouvernance. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme si c'était du Tarabando de la politique qui sont venus aux affaires. Il faut rappeler une chose, c'est qu'Abdelmadjid Tebboune, in fine, n'était qu'un petit sous-préfet qui a fait son petit bonhomme de chemin dans l'administration algérienne. Il n'était pas prédestiné à être président. Il a été président presque par accident. Il n'est pas calibré pour le poste, qu'il le veuille ou pas. Ça, les Français ne le savaient pas au début. Bien sûr qu'ils le savaient. Ce que nous, il nous étonne. Parce que, par exemple, ce discours, beaucoup de ces vérités-là, nous les avons, nous, assénées depuis là, 5 ans. Et pourtant, quand je vois comment Emmanuel Macron traitait ce régime que vous qualifiez de médiocre, lui, il les qualifiait de courageux. Il disait qu'Abdelmadjid Tebboune était courageux, qu'il était mon ami, que je voulais construire une relation spéciale avec l'Algérie, que c'était l'Algérie, j'aurais eu, il est parti à Oran, etc. Je rappelle sur le marocanisme Sahara occidental un détail important, Mohamed. C'est qu'en août 2022, dans la fameuse déclaration d'Alger, Emmanuel Macron s'était engagé à ce que la France demeure neutre et à ce que la France demeure respectueuse de l'engagement de l'Organisation des Nations Unies, à savoir on considère le Sahara occidental comme étant un territoire encore non autonome à décoloniser. Donc est-ce que Macron n'est pas aussi responsable de cette crise, puisqu'il a trop donné d'espoir, il a adopté énormément le régime algérien, il lui a menti, et le régime algérien s'énerve aujourd'hui, il est déçu, il fait une crise de déception parce que Macron lui a menti. Est-ce que c'est pas ça aussi la vérité? Mais moi, ce que j'observe, en mon modeste niveau, bien sûr, c'est pour ça que j'ai commencé par dire les relations sont malsaines. Il y a une crise passionnelle. Entre Macron et Tebboune, c'est comme si c'était l'histoire d'un couple. Dans un couple, il y a un qui a trahi l'autre. Et donc, il y a une sorte de haine qui s'est transformée véritablement en affaire personnelle. C'est que dans un cas, il y a un qui est plus immature que l'autre. Lequel? Eh ben, à votre avis, lequel? Ah ben, pour moi, c'est Abdelmadjid Tebboune qui est le plus... Vous savez, les Français ont toujours... Abdelmadjid Tebboune a tort de se sentir trahi par Macron? C'est pas qu'il a tort. Il a tort de ne pas réagir comme un homme d'État. Il a tort de ne pas avoir la froideur et le sang-froid qui doit caractériser un homme d'État. Quand on dirige un État... Moi, avec ma toute petite expérience, encore une fois, d'observateur, on doit être un animal froid. Cette roublardise type Mouhba Belouad, je convoque 3-4 journalistes et je leur parle comme un barbeau, comme on disait avant, juste pour viriliser un peu le discours, parce qu'il sait que la galerie, elle aime ça. Ça ne marche plus et on est dans des affaires de relations internationales. Il faut être un minimum sérieux. Quand vous avez une diaspora algérienne. Bon, elle est magnifique, cette diaspora algérienne. Il se trouve que dans cette diaspora algérienne, il y a des brebis galeuses. Il y a des gens qui n'ont absolument rien à faire en France. Par exemple, des voyous qui font du mal à l'image de l'Algérie, à l'image des Algériens. Moi, ceux que je fréquente, c'est plutôt des intellectuels, des médecins, des gens qui font honneur à l'Algérie. Des gens comme ça, pour moi, ils n'ont rien à foutre dans un pays comme la France, ils n'ont rien à foutre à l'étranger. Donc, quand on leur renvoie, quand un pays étranger, quel qu'il soit, demain, Trump va renvoyer une centaine d'Algériens qui sont en situation irrégulière. 300 et quelques, ouais. Ou 300 qui sont en situation irrégulière. Je ne dis pas qu'ils sont des voyous, ils sont dans une situation irrégulière. Ils n'ont pas réussi à... Donc, vous pensez que les Algériens vont dire non? Non, Tebboune a confirmé qu'il va les recevoir. Voilà, il est même considéré que c'est une opération légale. Bon, donc, on a un certain nombre de voyous, de petites frappes, qui sont en France, qui insultent, qui menacent des gens comme vous, qui menacent des gens comme moi, qui insultent la France, qui insultent les Français, qui... Pourquoi ils ne les reprennent pas? Pourquoi ils ne les reprennent pas? Je rappelle, Mohamed, que dans l'affaire, par exemple, d'Oualem, la justice française
a quand même désavoué le ministère français de l'Intérieur. Non mais d'accord. Il y a eu des couacs aussi du côté français. Ça veut dire que c'est un état de, ça veut dire que c'est un état de droit. Justement, ça veut dire que c'est un état de droit. Oui. Ça veut dire que c'est une démocratie. Est-ce que l'Algérie n'a pas eu, enfin l'Algérie, est-ce que les autorités algériennes n'ont pas eu raison dans l'affaire de l'influenceur? Parce qu'ils ont dit que nous, on ne peut pas le recevoir parce que certaines étapes n'ont pas été respectées. Le tribunal administratif de Paris et de Melun, plus tard, ils ont confirmé cela. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs aussi du côté français dans cette affaire? C'est incroyable qu'un pays qui emprisonne de façon arbitraire, à tout va, des journalistes, des intellectuels, le dernier d'entre eux, Boualem Salsal, qui, pour un délit d'opinion, qui a mis en prison des opérateurs économiques, etc., se montre si pointilleux sur le respect du droit français, administratif, de surcroît, du droit administratif. Il faut être sérieux. Cette histoire, en fait, ils ont voulu politiser et instrumentaliser cette histoire pour essayer d'humilier le ministre de l'Intérieur de la République française. Voilà, c'est tout. Je veux dire, on ne va pas se mentir, on connaît cette mentalité algérienne, on connaît cette façon de faire. Ce n'est pas à vous ou à moi qu'on va la faire. On peut raconter une histoire à l'envers à d'autres, à des Européens, mais on ne va pas nous raconter une histoire à l'envers à nous. On se connaît entre nous. On sait très bien que dans d'autres situations, même si le type avait, je dirais, vocation à rester en France, il l'aurait accueilli si le contexte était autre. Or là, en l'occurrence, ils reçoivent un voyou, c'est quelqu'un qui a été condamné en tout et pour tout à 11 ans. Normalement, déjà, sur cette histoire des voyous qui vivent à l'étranger, il y a une certaine époque, je suis très critique par rapport à plusieurs systèmes, mais il y avait une certaine époque où quand les gens agissaient mal, on ne les laissait plus à l'étranger. Quand ils agissaient mal à l'étranger, on ne les laissait plus... ils rentraient, on ne les laissait plus sortir, on ne leur donnait plus de passeport. Parce que quand vous étiez détenteur d'un passeport algérien, vous aviez une obligation à bien représenter l'Algérie. Que vous le vouliez ou pas, quand vous êtes détenteur d'un passeport d'un pays, vous êtes l'ambassadeur de ce pays. Il se trouve, encore une fois, que l'Algérie a, normalement, ne serait-ce par dignité, a le devoir de récupérer certains de ses voyous. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas... Donc, selon vous, l'argument des autorités algériennes qui disent que nous, on veut les récupérer, mais dans un cadre légal, et pas comme les expulser comme des colis d'Amazon, l'image a été, voilà, parce que l'affaire Doualem, voilà, on a l'impression qu'elle a été expulsée comme un colis d'Amazon, et que la justice française, quelque part, en désavouant les procédures de Bruno Retailleau, elle a quand même, le régime algérien, il a bombé le torse. On a bien vu. Il a dit, voilà, c'est nous qui avions raison. Et sur le plan, c'est très difficile de lui dire que vous n'avez pas eu raison. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont fait. La chose est faite. Maintenant, on va voir à l'avenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir des OQTF, des gens qui ont été déjà condamnés ou qui doivent quitter le territoire national français pour une raison ou pour d'autres. On va voir d'abord s'ils vont donner des laissez-passer, parce que l'Algérie fait partie des pays qui donnent le moins de laissez-passer. Absolument. Et ce n'est pas le seul pays, le Maroc aussi, d'autres pays ne jouent pas le jeu. Encore une fois, je pense que l'Algérie a intérêt... Moi, je suis très content qu'il y ait cette crise. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va permettre, je l'espère, de refonder des relations sur des bases solides, d'État à État. Vous parliez tout à l'heure des accords de 68. Bon, et alors? C'est-à-dire, l'une des choses qu'on dénie finalement aux Français, c'est d'avoir une diplomatie souveraine. Un accord qui a été révisé 3 fois quand même. Non mais d'accord. L'Algérie l'a déjà révisé à 3 reprises avec la France. Il y a des règles. De toute façon, c'est un accord. Donc il faut que les deux parties soient d'accord pour le réviser. Mais il faut qu'ils soient, au nom de quoi on va considérer que le fait de poser sur la table une discussion en disant la France a envie de renégocier les accords de 1968, au nom de quoi ce serait un crime de lèse-majesté.